Chaque jour, on fait 3 choix qui impactent notre santé, notre planète et notre économie. C'est ce qu'on met dans notre assiette. Manger bio, local, de saison, est-ce suffisant? Faut-il tout changer ou juste ajuster? Peut-on bien manger sans exploser son budget? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Bienvenue dans Podcaster by Marjolaine. Ici, on parle des grands sujets qui façonnent notre avenir sans blabla et sans langue de bois. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, c'est ce qu'on met dans notre assiette, parce qu'en mangeant, on influence bien plus que notre faim. Notre santé, l'environnement, l'économie, tout est lié. Avec nous, 3 invités aux visions complémentaires sur l'alimentation de demain. Tout d'abord, à ma droite, chercheur en agroécologie qui milite depuis des années pour une agriculture plus durable, ancien professeur à AgroParisTech en agriculture comparée et développement agricole. Il a étudié les systèmes agricoles un peu partout dans le monde. Marc Dufumier, bonjour. Bonjour. À côté de lui, un entrepreneur qui a changé de vie et de farine. Un ex-journaliste passé par la Silicon Valley, il s'est lancé dans la quête du pain parfait, des blés anciens, du levain naturel, une approche engagée avec Pane Vivo, Adriano Farano. Bonjour. Bonjour. Et enfin, une entrepreneuse qui réinvente le coffee shop. Son projet Bakea propose une alimentation végétale et durable, aussi bonne pour nous que pour la planète. Jeanne Messien, bonjour. Bonjour. Alors, 3 parcours, une même question. Comment mieux manger demain? Mais avant d'entrer dans le débat, et on va avoir des questions assez fortes, on va d'abord apprendre à mieux vous connaître avec un portrait chinois spécial alimentation. Donc, je vous lance une phrase. Vous complétez. Simple, rapide, on ne réfléchit pas. Marc, si vous étiez un aliment sous-estimé, vous seriez? Le mung bean, le haricot mongo, ce haricot, c'est souvent apparenté au soja, c'est cultivé surtout en Asie et mangé surtout en Asie et souvent juste après germination. Mais voilà, donc riche en fibres, c'est très bon. Très bon. Adriano, si tu étais une habitude alimentaire qu'on devait tous adopter, tu serais? Le petit déjeuner non sucré. Jeanne, si tu étais un plat qui représente l'avenir de l'alimentation, tu serais? Un plat indien, je pense. Parce que de culture, ils sont quand même, ils ont une alimentation assez végétale et on se régale beaucoup, je trouve, avec des plats indiens. Donc ce serait, je sais pas lequel, mais un plat indien. Tous les 3, si vous étiez un pays qui a tout compris sur l'alimentation durable. Marc, je commence par vous. Je dirais le Costa Rica, ça peut être aussi le Japon, très diversifié. Alimentation souvent très équilibrée. Ouais. Jeanne? Je dirais l'Inde, justement, parce que beaucoup de plats végétariens et végétaliens par nature. Et on se régale, donc les deux réunis. Ouais. Adriano? L'Italie. Évidemment. Parce qu'en Italie, vous avez donc, par rapport, par exemple, on prend un pays agricole comme la France, vous avez la moitié des exploitations des surfaces agricoles, mais le double des entreprises agricoles. Tout est beaucoup moins concentré. Alors évidemment, ce n'est pas du tout, loin de là, le pays parfait, pour plein de raisons qu'on connaît, mais en Italie, on dit piccolo e bello, petit et beau. Et ça se sent aussi dans l'écosystème agricole. Et alors, si vous étiez une chanson pour parler d'alimentation, laquelle serait-elle? Jeanne, je commence par toi. Ah oui. C'est très niche, je dirais Par amour et pour le geste de Smills, pour 3 raisons. Déjà, manger, c'est la chose que je préfère faire, c'est mon activité préférée. Donc l'alimentation et moi, c'est une histoire d'amour. Par rapport à mon alimentation, je suis devenue végane il y a 5 ans par amour pour les animaux. Et la notion de geste, parce que l'alimentation, c'est un levier qui est hyper puissant si on veut réduire notre empreinte écologique et faire un geste pour l'environnement. Adriano? Je vais vous la chanter. Ah oui. Viva la papa col pomodoro. Ça veut dire vive la papa avec la tomate. Alors c'est quoi? C'est un plat de la cucina povera, la cuisine pauvre, à base de pain rassis. On prend une bonne sauce tomate avec un peu d'ail, d'origan, etc., d'huile, et on va tremper dedans quand elle commence à bouillir des morceaux de pain complètement secs. Mieux vaut si c'est un pain au levain qui se garde mieux. Et ensuite, on va passer un peu le robot mixeur et ça fait une espèce de velouté de tomates et de pain qui est délicieux et qui était un peu
le plat préféré des enfants dans les années 30, etc. Ce qui, en fait, cette chanson, c'était extrait d'une série télé qui reprenait les racontes de Gian Burrasca, qui était un petit rascal qui avait mis le feu avec ses copains au dépôt de riz de la cantine de leur école parce qu'ils en avaient marre de manger du riz. Et donc, ils commencent à chanter ces chansons quand le proviseur, en découvrant l'incendie, il dit il n'y a plus de riz, donc on est obligé de faire la papa al pomodoro. Et donc, tout le monde dit viva la papa al pomodoro. Marc, une chanson? Les Cornichons de Nino Ferrer, mais c'est les années 60, hein, donc Ah c'est oui. ma génération. Mais ça présente bien une alimentation équilibrée dans laquelle les cornichons ont leur rôle. Et s'il vous plaît, ne me demandez pas de chanter, ça ferait pleuvoir. J'allais le faire, Marc. Non, on n'y va pas? Non, il On va n'y va pleuvoir. pas. Alors maintenant qu'on vous connaît un petit peu mieux avec ce portrait chinois, on va tester votre instinct écologique. Parce que l'alimentation, c'est évidemment aussi beaucoup d'idées reçues et parfois les choix qui paraissent bons pour la planète ne sont pas forcément tant que ça. Donc, je vous propose un duel de green. Je vais vous donner 2 aliments et vous devez choisir celui qui a le plus gros impact écologique et surtout me dire pourquoi. Ok. Prêt? Ouais. Jeanne, je commence par toi. Bœuf versus pois chiche. C'est le bœuf. Si je dis pas de bêtises, c'est l'aliment qui a l'empreinte carbone la plus élevée. Et même en termes de viande, c'est la viande qui pollue le plus. L'élevage, si je dis pas de bêtises, c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre et quasiment 10% c'est à cause du bœuf. Donc après, c'est pas, le taux de protéines n'est pas le même, mais en termes de pollution, le bœuf est pire. Je pense qu'il utilise plus d'eau, beaucoup plus d'eau et plus de terres agricoles aussi. Un Après, kilo, j'ai quelques chiffres. Ouais, vas-y. Juste une chose, je corrigerai en disant, c'est Ouais. pas à cause du bœuf, c'est à cause de ce que l'homme a fait du bœuf, de ce que l'homme donne à manger au bœuf. Parce qu'il a été démontré par Pierre Weil, par exemple, avec qui j'aurai la chance d'intervenir au salon Vivre Autrement, dans un atelier vendredi, c'est que lui, il a démontré, par exemple, que quand on donnait une alimentation riche en oméga 3 au bœuf, en fait, ils allaient produire beaucoup moins de méthane. Ah ouais, c'est intéressant. À vérifier. Parce que c'est l'élevage à l'herbe qui donne une viande plus riche en oméga 3. Et précisément, c'est la rumination qui fait qu'il y a un dégagement de méthane. Donc c'est précisément pour éviter les idées reçues, il faut vraiment aller au fond des problèmes. Ah oui. Bien sûr. C'est compliqué. Mais par Oui, contre, non, mais je c'est rejoins vrai. C'est vrai. l'idée que, évidemment, en termes de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre, le pois chiche, non, au contraire, le pois chiche, il est capable de fertiliser le sol en azote, pas seulement nous fournir des protéines végétales, et en fertilisant le sol en azote par la voie biologique, il nous évite des engrais azotés de synthèse, très consommateurs d'énergie fossile, gaz naturel, russe éventuellement, et très émetteurs de protoxyde d'azote, très grave gaz à effet de serre. Donc effectivement, l'idée qu'éventuellement manger moins de viande et plus de légumes secs riches en fibres aussi, le pois chiche, n'oublions pas, moins de cancer du côlon, ça peut avoir des vertus effectivement aussi sur le plan écologique. Alors moi, par exemple, pour rebondir sur ce que dit Marc, quand je sélectionne les paysans avec qui nous travaillons, s'ils ne vendent que du blé, je ne vais pas travailler avec eux. En fait, les paysans avec qui je travaille, ils vont aussi vendre en règle générale, par exemple, des pois chiches, des flageolets, des lentilles, etc. C'est le signe qu'ils pratiquent la rotation. Ah, ok. Et donc, ça a les vertus que Marc... Oui, ça permet de fixer l'azote. D'un point de vue écologique, effectivement, il est très bon de pratiquer les cultures en rotation, pour de multiples raisons. Qu'un insecte ravageur, l'année d'après, il a une autre plante qui n'est pas accueillante, donc il ne proliférera pas, donc on ne mettra pas d'insecticides. Les rotations. Et si dans les rotations, il y a des plantes qu'on appelle les légumineuses, dont fait partie le pois chiche, ça contribue à la fois à nous donner des protéines végétales et de fertiliser le sol en azote pour que la plante qui va suivre soit riche en protéines végétales sans engrais azotés de synthèse. Tout à fait. Deuxième question, ça s'annonce très très riche cet épisode. Marc, tomate locale sous serre versus avocat importé. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir. Je dirais que tomate sous serre, pour cultiver en France, c'est de contre-saison. En comparaison avec une tomate importée du Maroc, figurez-vous que c'est peut-être la tomate venue du Maroc qui est plus vertueuse que celle qui est sous serre chauffée. Mais
le mieux ne serait-il pas de consommer des produits de saison? Oui. Donc, entre les tomates, attendons la saison des tomates, mangeons des tomates. Et l'avocat, alors évidemment, certains vont dire il y a le coût de transport qui peut être cause un peu d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est quand même une huile végétale qui est de qualité. Et il y a la Corse qui s'y met. À l'avocat. Ouais, et la Sicile aussi, il faut les encourager, je pense. Ouais. Donc la Corse est en train de concurrencer les Italiens. Oui, Après, les avocats assèchent beaucoup les sols. Enfin, souvent, c'est ça qui lui est reproché. Et je sais que j'avais l'impression de faire un geste. Donc, j'achetais que des avocats avant qui venaient d'Espagne. Parce que je me disais, l'Espagne, c'est à côté. On m'a dit que c'était pire parce qu'en fait, ils étaient sous serre. Donc, c'était pire que si je prenais un avocat qui venait de loin. Donc, on a un peu l'idée reçue de ça vient de pas loin, donc ça va être bien. Mais en fait, c'est compliqué. L'avocatier est exigeant en eau, mais dans certains écosystèmes tropicaux, il est bien à sa place. Hein. C'est précisément, donc ça assèche le sol, ça utilise harmonieusement parfois le surplus d'eau dans certaines régions tropicales. Adriano, lait de vache versus lait d'amande. Alors, lait de vache toute la vie, mais lait de vache jerseyese. Est-ce que vous connaissez? Non. Ah, ça, c'est important de s'y mettre. Oui. Il y a une très bonne marque, on ne va pas faire de pub, qui s'appelle Gabori. Je n'ai pas d'action, mais qui fait un super travail en ayant réintroduit ces races anciennes rustiques de vaches qui vont produire un lait avec moins de lactose que les autres laits, qui malheureusement vont produire beaucoup moins de lait par rapport au Holstein, mais qui sont en plus élevés en broutant de l'herbe ou alors du foin en hiver et qui vont donner donc un produit de bien meilleure qualité aussi que le lait d'amande. Parce que moi, de façon générale, je suis très attaché à notre alimentation omnivore, à condition qu'on revienne à des principes solides et vertueux. Et d'un point de vue émission justement de CO2, donc ce lait de vache, il est très bon, enfin meilleur en tout cas pour la santé, mais entre lait de vache et lait d'amande, pour justement cette partie. Oui, pour ce sujet-là, green, je ne saurais pas donner la bonne réponse, mais je dirais que le lait, pour moi, ce n'est pas du tout un produit à consommer comme on l'a fait pendant des années, tous les jours, tel quel. Traditionnellement, d'ailleurs, dans les sociétés même du néolithique, et puis jusqu'à très récemment, le lait, on le fermentait avec des fromages. Ce n'est que très rarement en fait qu'on se payait le luxe de le boire comme ça, parce que mieux vaut garder les choses pour pouvoir prévenir les disettes, les problèmes, etc., plutôt qu'engurgiter plein de litres de lait. Ce qui est devenu la norme aujourd'hui. Ce qui est devenu la norme, mais c'est n'importe quoi. Et donc, avec du très mauvais lait. C'est vrai. Donc le lait d'amande, ça consomme plus d'eau. Mais en effet, la vache, on en a parlé, ça émet plus de CO2. Jeanne, saumon d'élevage versus burger au poulet. C'est dur parce que je suis pas très calée sur la question des poissons. Je sais que normalement, la viande qui émet le moins de gaz à effet de serre, etc., enfin, la plus économe en ressources, on va dire, c'est le poulet, la volaille. Donc je pense que c'est moins pire, mais je connais pas assez les poissons, honnêtement. Ouais, Marc, une réponse? Non, un poulet, il faut en 2 à 3 calories végétales pour fabriquer une calorie animale de poulet. Le saumon, il lui faut apporter pas mal de sardines. Hein. Donc c'est un carnivore, de son côté. Hein. Donc, et puis le saumon d'élevage, lui aussi, c'est comme beaucoup d'animaux dans l'élevage, ils sont un peu shootés avec des produits agrotoxiques, quoi. Oui, c'est ça. Péchotoxiques. Très polluant en effet, ça consomme beaucoup d'énergie. Et le saumon naturel, le gros défaut parfois, c'est qu'il est riche en métaux lourds. Oui. En plastique souvent, aussi. Mais par contre, le saumon est riche en oméga 3. Oui. Et j'insiste, la jerseyese élevée à l'herbe, son lait est riche en oméga 3. Ah oui. Où est-ce qu'on en trouve de ce lait? Gabori, dans beaucoup de Naturalia, des Biocoop. Okay. Donc, alors, pour le coffee shop, donc nous, on a transformé notre premier atelier dans un coffee shop dans lequel on vend aussi du pain, qui est donc au 49 rue de la Chine. Et à ma connaissance, nous sommes le seul coffee shop à utiliser du lait de vache jerseyese pour mousser le lait, pour faire du cappuccino. Et en fait, on le sent au niveau du goût. En général, dans un cappuccino, on sent surtout le café. Là, on sent aussi le côté gras du lait. Ah oui. Mais c'est fort possible parce que tous les coffee shops utilisent les mêmes laits, donc ça ne m'étonne pas que vous soyez le seul. Et moi, je serais assez réservé sur l'emploi lait d'amande.
le mot lait pour les amandes, je pense. On dit Oui, d'ailleurs, boisson je à l'amande, dis boisson lait d'amande, mais végétale, ça a été Boisson enfin, végétale à prohibé, l'amande. oui, en Ça a été effet. recalé, On dit, ouais. on n'a pas le droit de le dire. Mm. Je retire ce que j'ai dit. Boisson végétale aux amandes. Ok, alors maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le concret sur notre alimentation, l'impact aussi que ça peut avoir sur la planète. Marc, pourquoi est-ce que l'alimentation est un levier majeur pour le climat ? L'alimentation, à partir du moment où on n'est pas seulement des cueilleurs, des chasseurs, l'alimentation aujourd'hui, a beaucoup d'effets sur l'agriculture, donc il faut fournir cette alimentation. Et il y a des formes d'agriculture qui ont un impact considérable sur le climat. Les pratiques agricoles dépendent déjà du climat. Ce climat est en train de changer, donc les pratiques agricoles seront amenées à changer. Et on demande aujourd'hui aux agriculteurs de pouvoir s'adapter au dérèglement climatique, non seulement au réchauffement climatique global, la vigne qui devrait monter vers le nord, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a des oiseaux qui remontent 250 km plus au nord, certains papillons ne montent que 100 km, là où il y a des oiseaux où il n'y a plus de chenilles, extinction de l'espèce, là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Et on demandera aux agriculteurs aussi d'atténuer la participation de l'agriculture au dérèglement climatique, moins émettre d'oxyde de carbone, éviter la déforestation par exemple dans la forêt amazonienne en nourrissant des cochons avec du tourteau de soja, des graines de soja ou des ruminants avec du tourteau de soja, et puis peut-être aussi un peu moins labourer, moins émettre de méthane, c'est la question de la part des ruminants dans l'alimentation, et puis moins émettre de protoxyde d'azote. L'agriculture, quand elle a besoin d'engrais azotés de synthèse, on émet beaucoup de protoxyde d'azote, un gaz presque 300 fois plus réchauffant des volumes que le gaz carbonique. Donc oui, modifier nos pratiques agricoles pour s'adapter à un dérèglement climatique qui nous est annoncé et qui est en cours, et puis s'adapter et atténuer ce dérèglement climatique, c'est impératif. Oui. Et justement, Adrienne, tu parlais tout à l'heure du choix, toi, de tes producteurs. Tu vas aller prendre des producteurs qui sont dans ce mouvement de modification des pratiques agricoles pour que ce soit respectueux aussi du climat. Absolument, absolument. Nous, on travaille donc une seule variété de blé, par exemple, qui est donc issue de ces analyses qu'on a pu faire in vitro pour pouvoir trouver laquelle, parmi toutes ces variétés de blé, donnait un pain le plus vertueux possible, d'un point de vue santé humaine, d'un point de vue aussi biodiversité. Par exemple, ce pain, quand on va le déguster, il a des notes un peu de cannelle, de fève tonka, mais en fait, c'est pas ça, c'est le mélilo. Et pourquoi le mélilo, qui est donc une plante médicinale qui pousse comme ça spontanément dans les champs en Sicile? Parce qu'ils sont en symbiose avec cette variété de blé. Et ça va conférer, par le biais de ce qu'on appelle les terpènes, qui sont donc des molécules que chaque plante sécrète en principe pour se protéger des attaques extérieures, mais qui vont ensuite avoir un côté positif d'un point de vue organoleptique et gustatif. Et on le sent dans cette variété de blé-là, on le sent dans d'autres variétés de blé anciennes, comme par hasard, on ne le sent pas beaucoup dans les variétés de blé modernes, qui sont aseptisées, standardisées, mais qui par contre ont des rendements exceptionnels. Oui. Et d'ailleurs, le pain, même le gluten, c'est tellement vu aujourd'hui comme le grand méchant loup, au même titre que les produits laitiers. Tout donc à fait. toi, c'est vraiment ça. Non, Marc n'est pas d'accord. Non, le gluten, effectivement, il y a différents Très mal gluten, vu, ça oui, c'est oui. clair. Et les produits laitiers, il y a aussi différents produits laitiers. Oui, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas à dénoncer l'un et l'autre comme des méchants. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi j'ai l'impression... je vais vous raconter une petite anecdote très rapidement. On était ça s'appelle Festival Sugar Free Festival, qui était un super événement organisé par des naturopathes, des gens qui sont aussi certains un peu dans le cétogène, le régime cétogène, c'est-à-dire un régime qui élimine complètement les glucides, ce qui est un peu radical, comme tous les régimes, je pense, privatifs. Et là, on était des exposants. Il y avait plusieurs exposants et il y avait des gens qui faisaient du pain sans gluten. Donc moi, je vais les voir, intéressés, curieux. Et ce n'était pas les fondateurs, c'était un employé. Donc je pose la question, bonjour, votre pain est sans gluten, très bien. Donc j'ai compris ce qu'il n'y a pas, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils ne savaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, le seul message, l'accroche, le pitch pour le consommateur, ce n'est plus... Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on achète des choses non pas pour la présence
d'un ingrédient pour ce qu'elles sont, mais pour son absence, pour ce qu'elles ne sont pas. Donc en fait, on est en train de descendre petit à petit, je pense, une espèce de psychose où on va, au gré des modes et des humeurs des consommateurs ou des lobbies, d'ailleurs, vers en fait une nourriture privative et une société du sang, alors qu'on a besoin d'une société de l'avec. Et moi, évidemment, le pain, c'est vraiment ce que j'adore aujourd'hui. Et le pain est justement l'aliment qui peut rassembler les gens, qui peut et ne pas les diviser, parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, malheureusement, nous divise. Et l'idée que juste le mot, par exemple, copain, viene du latin cum pane, tout comme le mot compagnie, c'est à les gens avec qui on partage le pain. On partage et on n'est pas là en train de dire « Ah non, toi, tu es comme ça, moi, le sang, sans gluten, etc. » C'est juste absurde. C'est vraiment, il faut redonner en fait le goût et le plaisir d'inclure les choses, mais à condition que ça soit des bonnes choses et revenir aux bons principes. C'est ça, parce que finalement, ce qui a divisé la société, ça a été ce besoin de performance, et donc on en parlait tout à l'heure, mais économique, qui fait qu'on produit des aliments qui n'ont plus ce dont on avait besoin, enfin ce dont on a besoin, mais en tout cas ce qu'il y avait avant. Bien sûr. Et donc ce fameux pain qui était la base de l'alimentation pendant des centaines d'années, même depuis l'origine, on est en train de le retrouver. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, cette espèce de productivisme qu'il faut aussi placer dans son contexte historique. À la sortie de la guerre, c'était quelque part normal que les différents instituts d'agronomie, etc., s'activent et se coordonnent, même au niveau mondial, avec la FAO, etc. Il y a eu le centre expérimental au Mexique, par exemple, qui a été le premier vraiment à diffuser les travaux qui avaient été faits par un jeune agronome italien, Nazareno Strampelli, et qui ensuite ont été repris par Norman Ernest Borlaug. Voilà, Borlaug, exactement. Prix Nobel de la paix pour la Révolution verte, donc en introduisant en fait les gènes du nanisme sur les blés. Donc, on est passé très rapidement de blé qui faisait, comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans les tableaux de Van Gogh, des gerbes de blé de 1,50 m, 2 mètres, à aujourd'hui, vous vous baladez dans la Beauce au mois de juin, de juillet, ça fait à peine 50 cm en maturité. Pourquoi ? Parce qu'en rapetissant la taille, en fait, les tiges se tiennent bien droites, elles ne tombent pas et donc les rendements augmentent. Mais c'est très bien, sauf qu'ensuite, on a délaissé complètement un autre aspect qui aurait pu être, d'ailleurs, faire l'objet aussi de recherches génétiques, pourquoi pas, qui était celui de l'impact sur l'environnement, parce que malheureusement, ces variétés modernes hyperproductives, elles sont très gourmandes en azote, et souvent c'est de l'azote de synthèse, mais aussi de l'impact sur la santé. Parce qu'en fait, on le voit bien au niveau de la structuration du profil protéique et donc du gluten de ces variétés de blé, parce que, rappelons-le, le blé ne contient pas de gluten. Le blé contient les protéines qui vont servir ensuite pour former le gluten dès lors que le blé sous forme de farine rencontre l'eau et la force mécanique. Ça, c'est donc très important. Okay. Le gluten, ce qu'on appelle le gluten, cette colle, le mot d'ailleurs a la même étymologie que l'anglais glue, se forme. Sauf que cette colle qui a été, et qui donc est précieuse parce qu'elle relie les protéines entre elles, elle permet de structurer l'ami. D'accord ? Cette colle qui a été un petit peu une colle pendant 10 000 ans, similaire à la colle jaune qu'on achète, la colle de marque UU, voilà, UU, et elle est devenue tout d'un coup une super glue. La bleue, méchante, celle que si par malheur ça vous arrive un petit peu là, vous êtes attaché comme ça au mur pendant toute votre vie. Et c'est devenu ça, et donc nos intestins, nos enzymes qui ont été capables de découper ces liaisons de gluten pour libérer justement les protéines afin qu'elles puissent devenir assimilables, à un moment donné, ils se sont dit, mais c'est quoi ces espèces de colle incroyables ? Ils n'y arrivent plus. Mais ce n'est pas qu'ils n'y arrivent plus chez certains individus uniquement. Il y a des personnes qui ont plus de symptômes que d'autres. Mais là, depuis l'année 2003, avec les études de Alessio Fasano à l'université d'Harvard, Harvard Medical School, on a découvert la zonuline. C'est quoi la zonuline ? C'est un peptide pro-inflammatoire, très pro-inflammatoire, qui est sécrété au niveau de l'épithélium en présence de digestion du gluten chez tous les individus, êtres humains.
tous, qu'ils soient cœliaques ou pas, syndrome de l'intestin irritable ou pas, hypersensibilité non cœliaque au gluten ou pas, tout le monde sécrète énormément de zonuline à des niveaux différents, mais suffisamment pour engendrer de la porosité intestinale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes quelque part devenus tous intolérants au gluten. Mais attention, pas au gluten, à tous les gluten, à ce gluten-là qui est fils de cette folie productiviste, qui à un moment donné a dégénéré. Partout, finalement, voilà. Aujourd'hui. Oui. Voilà. Dans les variétés dites autrefois améliorées, c'est comme ça qu'on les appelait. Et j'apprends là qu'empirées. Un peu empirées. Oui, oui. Mais ça dépend, en fait. Alors, nous je vais vous raconter une histoire. Nous, on est la seule boulangerie en France à avoir obtenu le statut de jeune entreprise innovante. C'est un statut donc, qui donne accès au crédit impôt recherche. Tous les ans, il faut produire un dossier comme ça de 350 pages. La première fois, quand on avait fait la demande, on nous l'a refusé. Pourquoi on l'a refusé? Parce que c'était un ingénieur agronome spécialisé de rhéologie de la pâte, donc de technologie. Et donc, pour lui, dans son idée, c'était la recherche rimée avec productivité. Et quand il a regardé les données, il a vu que nous, la pâte, on la pétrit plus lentement parce que sinon le gluten casse, qu'il a vu que les rendements étaient beaucoup plus faibles, qu'il a vu qu'en somme, on était moins productif, il a dit, mais attendez, mais ça, c'est pas de la recherche, parce que la recherche, elle doit produire. Et en fait, nous, on lui a dit, non, monsieur, la recherche, l'objectif, c'est pas que la production, ça peut être aussi améliorer la santé. On ne doit pas forcément améliorer que le rendement. Et en fait, on a gagné. Et on nous a dit, c'est une des premières fois qu'il y a eu dans le domaine de la boulangerie et de l'alimentaire, on est arrivé à prouver qu'on pouvait avoir un statut de recherche sans être forcément plus productif que les autres. Je reviens un peu là-dessus, sur ce productivisme, pour reprendre l'expression. C'est que la recherche, effectivement, dans un premier temps, la recherche génétique pour les productions végétales a mis l'accent sur ce qu'on appelle le rendement à l'hectare. Produire toujours plus à l'hectare avec ces variétés à paille courte, feuilles érigées, résistantes à l'averse. Et évidemment, au potentiel génétique de rendement, mais il faut quand même les nourrir et il faut aussi les protéger. Quand vous avez un riz à paille courte ou un blé à paille courte, il est vite concurrencé par des herbes adventices. Donc on enseigne aussi ce qu'on m'a enseigné, la mauvaise herbe. Donc la variété améliorée, la mauvaise herbe, il y a le bien, il y a le mal qui vient s'intégrer là-dessus. Il fallait les nourrir avec des engrais azotés de synthèse et ce genre de choses. Et puis du coup, aujourd'hui, oui, ces variétés, elles sont pleines d'agrotoxiques. Elles sont pleines de perturbateurs endocriniens. Et donc, ne pas avoir joué le critère de la qualité, mais la seule quantité, et même quand on dit améliorer un rendement encore, aujourd'hui, ça veut dire, pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'agriculteurs, c'est toujours l'accroître, le rendement à l'hectare. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, même pour le revenu national net, même si on restait en termes que monétaires, et en oubliant un peu l'écologie et le bien-être, eh bien, un produit brut avec tout ce qu'on a détruit, les engrais, les phytosanitaires, les carburants qu'on a brûlés, les tracteurs qu'on a usés, la valeur ajoutée, la contribution au revenu national net est en fait très faible. Donc aujourd'hui, il nous faut absolument revoir la copie pour des raisons écologiques, moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins d'agrotoxiques dans la nourriture, moins de résidus de pesticides dans notre nourriture. Et donc, parfois, améliorer un rendement, c'est parfois le diminuer aujourd'hui. Étant obligés, nous, en France, de devoir exporter à tout prix des céréales pour concurrencer des producteurs de mil et de sorgho au Sénégal, pour que ceux qui travaillent à la main soient en compétition avec nos céréales, et puis ensuite rejoignent les bidonvilles, traversent le désert libyen, la Méditerranée. Enfin, on pourrait quand même faire en sorte que là-bas au Sénégal, on puisse produire du mil, du niébé, des céréales locales, nous produire moins de ces céréales et de les exporter, moins de faire de tort aux Sénégalais. Et puis en remplaçant ça, plutôt que d'importer du soja brésilien, on pourrait produire des pois chiches, des protéagineux, tous ces légumineux dont on parlait, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Et c'est pas faire du tort aux Brésiliens, parce que moi les Brésiliens ils me disent qu'ils sont pas fiers, eux Brésiliens, de produire du soja, celui qui désherbait, qui a été remplacé par du désherbant. Aujourd'hui il est dans un bidonville. Et donc dans ce bidonville, il n'a plus d'emploi. Et il peut même pas acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons. Nos cochons sont plus riches que des Brésiliens au chômage. Donc, il nous faut absolument revoir la copie et ne plus parler de rendement d'un blé à l'hectare, mais de rendement d'une rotation, un rendement en calories, un rendement en protéines, un rendement en fibres, un rendement en vitamines, un rendement en polyphénol, en bien-être à l'hectare. Oui, le bien-être à l'hectare, j'adore cette expression. Mais cela dit, néanmoins, parlons-en juste avec 3 chiffres de rendement à l'hectare. Donc, vous plantez, par exemple, un hectare avec le blé qui est à la base de notre pain, vous avez, selon les années, entre 1 et 2 tonnes de blé de rendement. Vous plantez du blé moderne, bio,
Okay, ça existe, c'est la plupart du blé bio, il est de variété moderne, donc amélioré, entre guillemets. Ce sera, selon les années, entre 3,8 et 5 tonnes par hectare, bio. Hein. Le conventionnel, la moyenne en France est 7,5 tonnes. Et vous avez donc 75 cantons, et vous avez même un club des 100 cantons dans voilà. le pays de Caux. Voilà, des 100 cantons, c'est-à-dire les gens qui arrivent à faire 10 tonnes par hectare. Et celui-là n'est pas très riche en protéines. Hein. Et on est obligé de lui porter beaucoup d'engrais azotés de synthèse. C'est ça qu'il faut. Justement, c'est dans la zone la plus humide de France. Oui, c'est pas... C'est-à-dire qu'en fait, donc on espérerait que ces variétés, entre guillemets, améliorées aient beaucoup de protéines parce que, vous savez quoi, on vit dans un monde dans lequel il faut un peu réduire la consommation de viande et augmenter les protéines non carnées, donc les protéines végétales. Sauf que ces variétés qui sont les plus productives, ce sont aussi celles qui ont le moins de protéines. Alors, c'est un problème nutritionnel, certes, mais c'est aussi un problème, je reviens au sujet technologique, donc de l'efficacité du pétrissage, parce que si vous n'avez pas assez de protéines, en fait, le gluten a du mal à se former. Donc, additif. Gluten vital. Est-ce que vous connaissez le gluten vital? Non. C'est dans 80% des produits que vous achetez au supermarché, il y a une petite poudre de perlimpinpin qu'on appelle le gluten vital. C'est quoi? C'est vous prenez une pâte avec une farine vraiment de basse qualité, sauf qu'elle doit avoir un peu de protéines quand même, et vous créez le gluten, vous lavez cette pâte pour enlever en fait tous les amidons. Ce qui va rester, c'est une espèce de blob infernal qu'on va ensuite sécher et créer donc cette poudre qu'on va pouvoir rajouter dans votre pétrin pour donner plus de protéines et donc que ça colle mieux, que ça tourne mieux. Voyez, et ça a été démontré que c'est hyper inflammatoire, ce truc-là, mais des fois le boulanger ne le sait pas. C'est à l'intérieur de la farine, c'est écrit gluten de blé. Oui, donc globalement, on a quand même un problème culturel. Je ne parle pas de la culture, enfin culturel aussi de prise de conscience, parce que finalement le bio et le local, Jeanne, est-ce que c'est indispensable ou est-ce que c'est surcoté par rapport à tout ce que vient de se dire? Finalement, il y a quand même une histoire aussi de culture de la terre. Est-ce qu'on est obligé du coup d'aller sur du bio, du local Bio et local, je le vois dans le sens où il va y avoir un côté forcément c'est mieux pour la santé, où je vois plus un côté individualiste. Soutenir aussi les producteurs locaux. Forcément, si on va marcher, qu'on achète bio, etc., c'est plus ce côté-là. Mais je pense qu'on peut, si on a une alimentation qui est brute, tous les fruits et légumes ne se valent pas. Voilà, il y en a qui peuvent être OK, même s'ils ne sont pas bio. C'est mieux, évidemment. Après, ça dépend la bourse de chacun. C'est toujours mieux, mais je pense que si on a une alimentation brute, on peut se permettre de manger des choses qui ne sont pas bio, même si ça restera toujours mieux, je pense. Sur le bio, juste un mot, parce que, évidemment, je disais tout à l'heure qu'il existe la plupart des variétés de blé aujourd'hui qui sont utilisées, par exemple, pour faire des pains ou des pâtes bio, sont des blés modernes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut condamner le bio. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le bio, ça ne sert plus à rien, etc. » Non, s'il y a un label qu'il faut sauver aujourd'hui qui est le plus sérieux, je pense, c'est le label bio. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir un cahier des charges qui est quand même très exigeant. Est-ce qu'il est aussi exigeant qu'il faudrait? Bien sûr que non. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez tous les Nature et Progrès, Déméter et compagnie, et qu'après, libre à chaque artisan, nous par exemple, de faire un choix spécifique à l'intérieur toujours du monde bio, de dire, moi je veux cette variété-là qui n'est pas uniquement bio, mais qui est aussi une variété de blé dur ancien qui s'appelle Russello et qui pousse en Sicile et qu'on a choisi non pas parce qu'elle est sicilienne ou parce qu'elle est plus belle que les autres, mais parce que ça donne un pain le plus digeste possible. Et chacun est libre de choisir sa voie, mais je dirais, voilà, le label bio revêt quand même encore aujourd'hui une importance capitale. Mais alors, ça soulève une autre question qui est aussi, est-ce qu'on peut bien manger sans exploser son budget? Parce que tout ce dont vous parlez tous les deux, on est sur du coup une agriculture qui est moins dans la performance économique. Du coup, qui coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Évidemment. Il faut être très clair. Hein. Bio, local et équitable. 3 exigences. Ouais. Biologique, c'est évidemment pour avoir une alimentation saine. Et c'est vrai qu'on parlait, il m'arrive moi de choisir mes aliments en me privant d'agrotoxiques, en me privant d'antibiotiques dans la viande pour ne pas développer d'antibiorésistance. Donc il y a des raisons sanitaires, nutritionnelles, pour lesquelles il faut privilégier le bio. Le choix des variétés,
les plus aptes à l'agriculture biologique sont aussi celles qui sont le moins exigeantes en azoté de synthèse et en produits pesticides. Donc ça a beaucoup à voir avec des erreurs qu'on a commises en génétique, ne regarder qu'un rendement en quintal à l'hectare et ce genre de choses. Le bio, c'est aussi une autre façon de cultiver. C'est-à-dire c'est souvent associé à l'agriculture-élevage, c'est des rotations de cultures longues, c'est empêcher les ravageurs. Si on ne veut pas employer les pesticides, d'ailleurs l'agriculture moderne de demain, bio, s'interdit d'éradiquer la biodiversité, d'éliminer le ravageur, mais par contre, il essaye d'éviter la prolifération du ravageur, parce qu'il y a la coccinelle qui va s'attaquer aux pucerons, il y a le mésange bleu qui va s'attaquer aux papillons de nuit, les carabes vont s'attaquer effectivement aux limaces, et du coup, il y aura une moindre proportion de ces ravageurs et de ces agents pathogènes, mais par des voies biologiques, par des voies inspirées de l'agroécologie scientifique, précisément. Et donc, oui, le bio, c'est à la fois des considérations écologiques, et puis moins d'engrais azotés de synthèse, on l'a dit, c'est moins de protoxyde d'azote. La rotation, mettre des animaux sur la paille, fabriquer du fumier, le carbone de la paille, l'azote de l'urine, ça fabrique de l'humus, ça séquestre du carbone dans les sols, et ça évite que l'azote aille fertiliser des algues vertes sur le littoral breton. On n'est quand même pas dans l'erreur. Donc oui, le bio, c'est exigeant. Local, c'est pas seulement, c'est un peu, éviter les coûts de transport, les émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie fossile pour transporter, mais une tomate qui est mangée là 8 jours, même, enfin, on va dire le lendemain de sa récolte, a conservé tous ses polyphénols. La tomate qui a été transportée sur des kilomètres et qui est restée 3 semaines à l'étalage a perdu ses polyphénols. Donc le local, le fait qu'on puisse très vite manger, notamment des fruits et des légumes, après la date de récolte, c'est l'idéal. Puis ensuite, il nous faut être honnête, l'agriculture biologique, elle est artisanale, elle est moins industrielle, elle est plus diversifiée, et ça n'aura lieu que si les agriculteurs sont correctement rémunérés. L'agriculture biologique, logiquement, elle est moins coûteuse en intrants de synthèse, puisqu'elle n'en emploie pas. Moins coûteuse en carburant fossile, mais par contre, elle est plus exigeante en travail. Parce que soignée, bichonnée, artisanale, elle est exigeante en travail. Il faut rémunérer le travail. Et donc, il faut que l'agriculteur soit rémunéré équitablement, un prix juste. Alors, d'où aussi les labels bio, c'est un des plus sérieux, équitable, il faut vérifier aussi son sérieux, mais en général, ça l'est. Et du coup, il nous faut vérifier tout ça. Mais alors, la question devient, ben oui, alors du coup, si c'est exigeant de travail, si le produit bio devient plus cher, ce sera accessible qu'aux couches modestes, qu'aux bourgeois bohèmes. Oui. Et alors les perturbateurs endocriniens et les antibiotiques, ce serait pour les couches modestes? La réponse est non. Il faut que, impérativement, puisque ça a des vertus écologiques, l'agriculture biologique, ça nous rend des services environnementaux, des services d'intérêt général. Le contribuable, il peut contribuer. Et les subventions, les politiques publiques, les subventions de la politique agricole commune, plutôt que de donner des subventions, des aides, vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'aide en proportion des surfaces, non, on va rémunérer par la voie contractuelle le supplément de travail d'une agriculture bio, locale, et les producteurs rémunérés équitablement. Oui, il y a urgence. Oui. Mettons les choses, je suis complètement d'accord, mettons aussi les choses en perspective du point de vue de l'économie des consommateurs. Oui. Si on prend un ménage moyen en France au 19e siècle, donc quand la société était encore largement rurale, 80% du budget allait dans l'alimentation. Dans les années 60, on était à 30%. Aujourd'hui, on est à 11%. 11%. 14, c'est, voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, la valeur que nous donnons à ce qu'on mange n'a fait que baisser, malgré l'inflation. Donc, moi, ce que je dis tout simplement, c'est à partir du moment où on comprend l'impact environnemental, l'impact sur notre santé, et après, effectivement, on parlait aussi de l'impact socio-économique, manger est devenu un acte citoyen. Donc, certes, il faut que les politiques publiques aident à diminuer ces coûts, mais moi, par exemple, sur un pain comme celui-là, je vais avoir là-dedans, sur 100 grammes, autant de protéines que les lentilles. Je vais avoir sur 100 grammes 253 mg de magnésium, c'est-à-dire 7 fois et demi ce qu'on peut retrouver dans un pain complet normal. Et donc, avec 100 grammes, ce qui équivaut un peu à 2 tranches, je fais mon petit déj, j'ai déjà 63% du besoin pour la journée de magnésium. Ah oui. J'ai 2 fois et demi plus de fibres que dans un pain complet normal. Donc, je l'achète aussi plus cher. Donc, c'est un pain qui va coûter peut-être 20-30% en plus qu'un bon pain bio petit épeautre. Combien ça coûte un pain comme ça? Donc là, on est à 15,80 € le kilo. Voilà. Okay. Donc ça fait, après si on s'abonne sur Internet, ça coûte un peu moins cher, mais c'est disons 1,5 € par jour par personne, sachant qu'on va consommer 100 grammes en moyenne. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais je pense au moins la majorité de la population.
Après, ça dépend aussi de ce qu'on en retient, ce qu'on en prend, ce qu'on prend comme nutriments, comme vitamines, comme fer. Le fer, par exemple, ça va vous intéresser, il y en a 2,5 mg de fer, c'est-à-dire presque autant que dans une entrecôte de bœuf. Et on connaît une nutritionniste, Alexandra Ression, diététicienne aussi, qui le donne aux femmes qui sont anémiées, et en 2 semaines, elle a vu les changements très radicaux sur la teneur en fer. Donc, un aliment qualitatif, évidemment, c'est pas le seul, peut nous donner plus que les autres. Je reviens légèrement en arrière. Si on rémunère correctement les producteurs bio pour leurs services environnementaux, il y aura un nombre croissant de gens qui vont faire des bons produits, et l'offre croissante de bons produits deviendra accessible aux couches modestes. Oui. Donc la meilleure façon de diminuer le coût pour qu'il soit accessible aux couches modestes, c'est de rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux. Le bio, c'est pas seulement la qualité alimentaire, c'est aussi un service d'intérêt général. Oui, après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur le fait que bien manger, ça va être cher. Je viens de finir mes études, donc j'ai quand même eu ce challenge de il faut que je mange bien, mais bon, pas trop cher. Et en fait, il y a énormément d'idées reçues parce que finalement, dès qu'on cuisine, qu'on part d'aliments bruts, qu'on n'achète pas de plats préparés, pas de choses transformées, c'est pas cher. Enfin, j'ai un budget alimentation, je pense, de tous mes amis qui est le plus bas, mais juste parce que je cuisine tout. Et aussi, je me souviens quand j'étais en licence, je me suis dit, bon là, il faut que j'apprenne à bien cuisiner, il faut que je mange bien. Donc je me suis dit, je vais aller au marché. Donc j'étais prête à dépenser plus que d'habitude. Et en fait, j'ai été choquée à quel point. Donc c'était vraiment, c'était bio, hein, je suis allée à un stand bio, donc vraiment des producteurs locaux. C'était moins cher que la grande surface d'à côté. Et je me suis dit, mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt ? Parce qu'on imagine qu'on va payer beaucoup plus cher, mais même pas. Alors qu'au final, j'étais hyper contente de rémunérer des producteurs que j'allais voir tous les dimanches, des producteurs de 10 km à côté de La Rochelle où j'habitais. Et je me disais, c'est trop bien, je leur donne de l'argent à eux plutôt que de donner de l'argent à Monoprix, Intermarché ou que sais-je. Donc je trouve qu'il y a une idée reçue, mais après, c'est aussi une question de comment on priorise. Qu'aujourd'hui, ce soit 10% d'un budget, bah, ça dépend où on veut mettre notre argent. C'est aussi ce qu'on met dans notre corps, c'est notre santé, c'est notre énergie. Donc je pense que c'est aussi un arbitrage à faire d'où on place nos dépenses. Mais dès qu'on cuisine, honnêtement, c'est pas si cher que ça. Enfin... Et dans l'alimentation, c'est aussi les équilibres. Hein. C'est les protéines végétales, animales, c'est les calories, c'est les fibres, les antioxydants, les polyphénols. Enfin, il faut tous les jours une alimentation équilibrée. C'est ça. Donc il faut aussi réapprendre à s'alimenter, à cuisiner, comme tu disais, et à sortir du tout fait, du fast-food, de tout ce qui nous arrive. Et même quand on a un petit budget, je sais pas, j'ai fait ça plein de fois, mais on peut avoir des paniers anti-gaspi, si on va, ça je l'ai jamais fait, mais on peut aller à la fin du marché, on a un peu les légumes moches, c'est moins cher. Enfin, même pour les bourses plus modestes, il y a toujours un moyen de bien manger et de pas tout de suite rogner sur les fruits et légumes, parce que souvent c'est la dépense où les gens vont un peu rogner et manger plus de pâtes, pas assez de légumes, mais il y a toujours un moyen, même quand on a un petit budget, il suffit de manger anti-gaspi, ça se fait bien. Et toi, donc ton coffee shop, tu mises sur une alimentation végétale, c'est ça, saine. Comment est-ce qu'on peut convaincre justement, sans culpabiliser, sans brusquer des habitudes, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de passer à une alimentation comme ça ? Pour moi, tout passe par le goût. J'ai un combat dans la vie qui est de réconcilier les notions de plaisir et d'engagement. En fait, j'ai compris... Il y a une chose que j'ai bien compris avec l'écologie, c'est qu'il faut que le plaisir il soit au cœur de la démarche et qu'on ne peut pas demander aux gens de changer leurs habitudes si ça implique de la frustration. Personnellement, j'ai changé mon alimentation et on me dit « mais t'es pas frustré, ça te manque pas ?» Bah non, sinon je pourrais pas le faire, sinon il y aurait un problème. Il y a des gens qui me disent « ah, je peux pas arrêter la viande parce que je serais frustrée ». Bah oui, bah ne le fais pas, s'il y a de la frustration, c'est pas possible. Il faut vraiment que le plaisir soit au cœur de l'équation. Personnellement, mon engagement, c'est un plaisir au quotidien. Et tout passe par le goût. Si c'était pas bon, je pourrais pas le faire. Si tous les jours je subissais le fait de prendre mon petit-déj, tous mes repas, je serais pas contente. Alors que là, ça m'a permis... Le fait de changer mon alimentation m'a permis de découvrir des cuisines du monde que je connaissais pas avant. Donc je me régale et que j'explore toujours une nouvelle manière de cuisiner. Et ça passe par là. Et ça passe aussi par le fait d'essayer de pas avoir d'a priori. Par exemple, là, ça va être végétal. Moi, je dis coffee shop a un impact positif. Parce qu'il y a une démarche derrière. Mais en soi, tout est végétal. Je sais que si je dis végétal, les gens vont dire... Oh, ça va pas être gourmand, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, ça va pas être gourmand. Ils vont partir avec un a priori. Alors que si on fait goûter, on dit rien. Les gens vont dire c'est bon, c'est pas bon. Et après, ils vont comprendre que c'est végétal ou pas. C'est même pas là la question. Mais c'est vraiment le goût. Si c'est bon, les gens seront prêts à changer. Mais si c'est pas bon, évidemment, personne n'a envie de changer. Donc je pense que ça passe vraiment par le goût et par l'éducation aussi. Pour moi, tout passe par l'éducation. Donc on devrait apprendre. On devrait être en fait responsabilisé dès qu'on est petit.
je sais pas, je vais pas dire gérer un potager parce que voilà, quand on est en primaire, c'est peut-être abusé, mais voilà, on devrait être sensibilisé à comment ça fonctionne un potager, comment on peut cuisiner les légumes. Comme ça, après, on a les compétences de base parce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent pas forcément bien équilibrés, qui mangent pas forcément assez de fruits et légumes, etc. Parce que juste, ils n'ont pas la connaissance, ils ont la flemme et ils savent pas forcément cuisiner. Donc je trouve qu'on devrait aussi, ça devrait être un sujet à l'école en fait. C'est pas normal. Je me dis, ça peut paraître bizarre, mais j'ai appris à cuisiner, j'avais 20 ans. C'est pas normal en fait. Donc ça devrait aussi passer par l'éducation, je trouve. Oui, je pense que l'important, c'est quand même l'alimentation équilibrée. Moi, je différencie volontiers végétarien, et donc les gens boivent du lait et mangent des œufs, et végétalien, qui s'interdit et les œufs et le lait. Et là, moi, j'inviterais à la plus grande prudence, parce que la vitamine D, même si on s'expose au soleil, et la vitamine B12, les végétaliens, effectivement, sont un peu condamnés à prendre ces pilules pour complémentaires de B12. Je pense que ce n'est pas très équilibré. Alors, justement, si on faisait une définition, végétarien, végétalien, vegan, attention, on n'a pas beaucoup de temps. Ok. Par qui je commence ? Je vais commencer par Jeanne. Végétarien, ni viande ni poisson. Végétalien, c'est aucun produit d'origine animale dans l'alimentation, donc viande, poisson, lait, œufs, beurre, crème, miel. Et vegan, c'est le mode de vie, donc ça inclut végétalien, on mange rien d'origine animale. Et on est contre l'exploitation animale, donc on va pas aller au zoo, au cirque, on va pas s'acheter un sac en cuir, un pull en laine. Et voilà, on essaie de prendre soin des animaux comme on peut. Et donc, ce que disait Marc par rapport aux œufs, par exemple, donc ça veut dire qu'on doit aussi se complémenter derrière, supplémenter de compléments alimentaires. C'est recommandé de se supplémenter en B12 dès qu'on consomme peu de viande. Donc après, la B12, ça dépend comment elle est dosée. Ça peut être à prendre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Les œufs, Parce qu'on peut manger végétarien et parfaitement équilibré. Il nous faut être très clair. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des questions d'acides aminés essentiels. Oui. Et c'est quand même vrai que l'équilibre entre les acides aminés, c'est-à-dire différents composants des protéines, est plus facile à atteindre dans les protéines animales que des protéines végétales. Et souvent, les végétariens, alimentation parfaitement équilibrée, privilégient plutôt le soja parce que c'est peut-être de toutes les protéagineux celui qui a le plus grand, le meilleur équilibre de ce point de vue-là. Mais oui, je pense que c'est très important cette alimentation équilibrée. Et l'absence d'œufs, de lait, là, la carence en vitamine B12, elle est quand même... Là, il faut prendre ça très au sérieux. D'accord. Plus que ne pas manger de viande, par exemple. Ah oui, ne pas manger de viande. On peut manger végétarien et être parfaitement équilibré. Okay. Là, il faut être très clair. C'est plus, je pense, le lait, les œufs, pour lesquels que font les végétaliens, s'interdisent ça. Enfin, c'est vrai qu'on parlait de manger en se privant. Alors moi, je me prive d'agrotoxiques et d'antibiotiques dans la viande. Donc c'est vrai qu'il y a une alimentation. Quand je veux manger bio, je me prive de tout ce. Oui, mais ce n'est pas des nutriments. C'est pas des nutriments. C'est mieux de s'en priver. Et alors, vegan, pour moi, c'est tout à fait autre chose parce que c'est une philosophie inspirée par des gens bien intentionnés, puisque c'était quand même inspiré par l'idée du bien-être animal, et qui ont considéré que toute forme d'élevage, Homo sapiens, avec ses capacités cognitives, s'est autorisé à domestiquer des animaux et donc les réduire en esclaves. Et donc, il faut le dénoncer. Il n'y a pas de raison que les humains aient domestiqué des animaux pour leur propre service. C'est absolument scandaleux. Et donc, il y a des gens, y compris, qui ne mettent donc ni laine ni cuir à cause de ça. Et là, effectivement, c'est une philosophie et qui souvent aboutit à un code de pratique. C'est-à-dire on s'interdit la laine, le cuir, le manger, etc. Mais on peut être végétalien sans être vegan. Il faut être très clair. Je voudrais revenir sur les métaux lourds parce que c'est un sujet extrêmement important sur lequel nous sommes en train de travailler en ce moment chez Panevivo suite à la sortie d'un reportage sur M6, l'émission Zone Interdite, qui a dénoncé la contamination du pain au cadmium. C'était quand ce reportage ? C'était il y a un mois à peu près. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés dans une vingtaine de villes en France, à Paris, à Lille, Lyon, même des villes de taille petite ou moyenne, dans des boulangeries. Et ils ont prélevé 41 échantillons de pain, baguettes, campagne, petite épeautre, bio, pain aux graines, tous les types. Et les valeurs de cadmium étaient très élevées sur l'ensemble de ces pains, avec une moyenne donc de 0,024 mg de cadmium sur 1 kg de pain.
Dès que j'ai vu ce sujet, je me suis précipité donc dans le laboratoire d'analyse et j'ai fait analyser notre pain. Résultat, il y avait 0,006 mg sur 1 kg de pain, c'est-à-dire 4 fois moins que la moyenne. Il faut savoir que du cadmium dans le sol, il y en a quasiment toujours. Ça fait partie des minéraux. Il faut qu'il y en ait très peu. C'est impossible d'avoir zéro. D'ailleurs, le niveau de la marge d'erreur, elle est à 0,003, donc très proche. Je suis allé aussi dans une boulangerie que je connais du quartier qui travaille très bien, qui fait un pain aussi au blé dur ancien, mais par Rousselot, Corazan, certifié bio, 0,025, c'est-à-dire légèrement supérieur à la moyenne de ce qu'ils avaient trouvé. Il faut savoir que très probablement l'analyse qu'en faisaient les journalistes et les experts qu'ils interviewaient, cette contamination au cadmium viendrait d'une surutilisation de phosphate d'origine marocaine, parce que apparemment au Maroc, il y a beaucoup de cadmium dans ce phosphate qui donc vient des engrais chimiques. Après, pourquoi dans les pains bio aussi il y avait ces niveaux très, très élevés? Sans doute parce que les champs à côté ne sont pas tous bio, et donc il peut y avoir là des contaminations. En tout cas, il y a des solutions techniques inspirées de l'agroécologie pour essayer quand même de trouver du phosphore sans aller le chercher dans les mines de phosphate, parce que souvent, effectivement, le cadmium est associé aux mines de phosphate et plutôt les mines marocaines. Mais quand vous avez des champignons mycorhiziens, un peu comme la truffe qui s'incruse dans la racine du chêne, et que vous avez des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans la plante des arbres, s'il y a une haie, s'il y a des pommiers dans la prairie, bien sûr, mais qui s'incrusent aussi dans la racine des plantes, 80% quand même des plantes annuelles, se nourrissent des glucides de la photosynthèse, donc quand même d'origine énergie solaire, développent un mycélium extrêmement fin, capable d'aller chercher les phosphates quand la roche-mère en sous-sol est altérée. Donc les phosphates sont piégés par les champignons mycorhiziens, reviennent dans la racine de l'arbre, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille tombe à terre et ça fertilise la couche arable avec des phosphates, mais puisés du sous-sol, ou alors les champignons mycorhiziens vont aller chercher dans ceux qui étaient autrefois dans la roche-mère, mais qui sont aujourd'hui dans les argiles. Ils arrivent à les débusquer, alors que les plantes, avec des racines même les plus filamenteuses, ne parviennent pas à les débusquer. Et ces champignons mycorhiziens parviennent à les extraire et refiler ça à la plante dont ils avaient tiré l'énergie. Donc on n'est pas sans solution inspirée d'agroécologie pour éviter ces contaminations au cadmium. Mais par contre, c'est bio. Il faut respecter le canon des charges bio. Tout à fait. Voilà. Très intéressant. Et le temps aussi que ça prend. Oui, alors quand il y a des arbres, et l'agroforesterie, réembocager nos territoires, remettre des pommiers dans la prairie et autres, ou mettre des haies d'arbres pour les brise-vents, empêcher le ruissellement, héberger les insectes auxiliaires et permettre aux champignons mycorhiziens de proliférer, ça demande un peu de temps, oui. Rémunérons les gens quand ils nous mettent des infrastructures écologiques d'intérêt général. Il faut vous engager en politique. Oui, mais je visais très haut et je n'ai pas eu les 500 signatures. Eh ben, recommencez. Alors, on a vu donc les faits, on a vu des problèmes, on a vu des solutions, on a vu des modes de pensée aussi. Je vous propose maintenant de nous projeter dans l'avenir avec un petit jeu qui s'appelle « Aujourd'hui, c'est demain ». Donc, je vais vous donner des scénarios complètement extrêmes sur l'alimentation du futur et vous allez me dire si c'est une idée géniale ou un cauchemar absolu. Vous êtes prêts ? Oui. En 2050, la viande est totalement interdite et remplacée par des steaks imprimés en 3D. Jeanne, bonne idée ou dystopie ? Si je peux répondre un prisme où je trouve que ce serait positif. En France, aujourd'hui, par jour, il y a 3,2 millions d'animaux d'élevage qui sont tués pour la consommation humaine. Donc le point positif, c'est que ça permettrait d'épargner la vie de milliards d'animaux. Après, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on en arrivera là un jour ? Est-ce que c'est souhaitable ? Je ne sais pas, mais sur ce plan-là, ce serait positif. Ouais. Tous les aliments ultra transformés sont bannis et on est obligé de tout cuisiner soi-même. Adriano, est-ce que c'est révolution santé ou retour à l'âge de pierre ? Je pense que c'est retour à l'âge de pierre dans la mesure où il ne faut pas obliger. Je pense. Les gens, si la cuisine devient une obligation, on a tous perdu. La cuisine doit être un plaisir et doit être un plaisir conscient. Donc, pour la conscience, pour moi, ce qui est très important, c'est le libre arbitre. Donc, je reviens sur ce que disait Jean, il faut investir plutôt, non pas dans la contrition, mais dans l'éducation. Redonnons le goût, le plaisir
et aussi les compétences, pourquoi pas, aux enfants d'apprendre à cuisiner. Les parents doivent le faire avec les enfants. L'autre soir, je suis rentré à la maison, j'étais très fatigué, j'avais eu une journée vraiment compliquée. J'avais 40 emails à lire, il me restait un petit peu de temps pour le dîner. J'ai fait le dîner avec mon fils, on a fait des pâtes fraîches avec donc des pois chiches et on s'est tous régalés. Ah oui. Et j'espère que mes enfants, demain, ce sera facile pour eux d'envisager des bons petits repas faits avec les petites mains. Mais de grâce, n'obligeons pas les gens. Ouais. Marc, un géant de la tech lance un Netflix de l'alimentation, un abonnement où on reçoit toute notre alimentation en format poudre ou pilule, optimisé pour nos besoins. On signe direct ou on pleure? Cauchemar absolu. La micronutrition. C'est horrible. Le choc sur le visage de Ah Marc, oui. que j'adore. Et scotché. Bien sûr. Jeanne, les insectes deviennent l'unique source de protéines disponible dans le monde. Cauchemar ou vraie solution pour la planète? Déjà, je me demande le nombre de personnes qui seraient OK de passer à cette solution. Comme je disais, je pense que tout passe par le goût. Enfin, il faut que ce soit bon. Est-ce que ça donne envie de manger des insectes? Déjà, non. C'est quand même dégoûtant. Ça reste des êtres vivants. Je pense pas déjà que beaucoup de gens voudraient adopter cette solution. Et je sais pas si c'est souhaitable. C'est quand même des petites sauterelles d'apéro, hein. Oui, Oui. mais souvent ça dégoûte les En gens. fait, C'est il y un a un cadeau virgule- drôle, mais personne n'en veut de ce truc. Il y tellement a ça fait déjà peur. 1,3 milliard d'habitants sur la planète qui mangent régulièrement des insectes. Oui. Pas tant des insectes d'élevage que des Mhm. insectes de cueillette ou de chasse. D'ailleurs, je ne sais pas comment on raconte. Et effectivement, en France, ça devient une alimentation de luxe. Pour l'apéro, c'est sec. Vous dire que c'est très bon. En tout cas, c'est pas dégueulasse. Et puis, je ne vous cache pas que moi, alors, dans l'éducation, ce qui m'a beaucoup éduqué à la diversité de l'alimentation et son équilibre, c'est d'avoir beaucoup voyagé. Et je ne savais pas qu'un jour, je mangerais des courbouillons, de la soupe, on dit la soupe vietnamienne, c'était au Laos, mais dans lequel le courbouillon, il y avait des cafards. Et évidemment, oui, et d'ailleurs, j'ai découvert parfois qu'il y avait des antennes de cafards entre eux. Mais non, mais c'est très bon. C'est très, très bon. Et je pense qu'à fréquenter Ça craque. des régimes alimentaires très différents, C'est vrai. eh ben, c'est génial pour l'éducation à la diversité. Et c'est bien le goût qui pilote. Et j'ai appris sur le tard, effectivement, que la soupe que j'adorais, eh ben, il n'y avait pas le cafard parce qu'il le retire, hein, c'est juste le courbouillon. Et donc quelques partir antennes de- qui restent. Oui, mais par contre, on mange les grillons des verres de farine, c'est à l'apéro. Hein. Mais c'est pas mauvais. Mais j'ai une C'est question pas sur mauvais du tout. Hein. les protéines. Ça, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment si protéiné que ça, Alors, les insectes? c'est surtout que ça, effectivement, là, il ne faut que 2 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, hein, puisque c'est un insecte, et surtout l'équilibre dans les acides aminés, c'est-à-dire dans les différentes briques des protéines, on se retrouve avec l'équilibre parfait, presque parfait, alors qu'effectivement, quand on évite la viande et mettre du soja, ça devient un peu compliqué d'avoir un équilibre entre ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, les différents composants des protéines. Oui, et donc on peut, pour une grande catégorie de population, notamment pauvre, il faut être honnête, c'est génial. Mais par contre, ma grande inquiétude, c'est qu'on fasse comme pour le poisson, autrefois qui était que de la pêche, maintenant on fait de la pisciculture, et qu'un jour on fasse de l'élevage d'insectes. Mais ils le font Et déjà. puis, Ils font. oui, ben Il oui, y a ils une le font start-up déjà. qui s'appelle Oui, ils le Insect font avec déjà. un Y. Mais pour bien l'instant, sûr. on n'en Ça est pas existe encore plus, à ça a des fermé, ça, saupoudrées. non Oui, mais justement, l'élevage en espace confiné, est-ce qu'on va faire comme pour les poissons, commencer à mettre des produits agrotoxiques? Là est ma grande crainte. Ah oui. C'est-à-dire, moi, je Bien suis sûr. vraiment Oui, pour c'est que sûr, tout le ça monde va soit libre de manger des insectes s'ils adorent ça, et surtout, pareil, ne rien priver. Et je pense que ça peut participer à l'équilibre alimentaire. Mais attention, si on en fait un produit d'élevage, ne reproduisons pas les mêmes erreurs de l'élevage de nos animaux et de l'élevage de nos saumons. Ouais. Depuis que l'Union européenne a autorisé l'utilisation des insectes à l'alimentation animale, vous n'imaginez pas le nombre de messages que nous avons reçus de consommateurs qui nous disaient « S'il vous plaît, ne mettez jamais de farine d'insecte dans votre pain. » Oui. Alors là, je peux m'engager, nous ne le ferons jamais. Mais par contre, les gens qui veulent ça, ne mangez pas de nuggets de poulet. Parce qu'il y a moins de poulet, qui s'était souvent remplacé par du soja, et maintenant, ce sera par des insectes. Et ce ne sera pas marqué sur l'étiquette. Non, c'est un cauchemar. Après voilà, moi j'ai eu la chance un jour de visiter des très bons copains de Mexico City. Et on s'est un peu baladé, et dans la cuisine maya, etc., on mange par exemple les larves de fourmis, délicieuses. Oui.
Il y a un sel, d'ailleurs, le sel de cactus, oui, qui se met sur les margaritas. Et dedans, tu as des verres, en fait, qui sont mixés. Ah ouais. Oui, on a des fromages aussi en France avec des verres qui sont consommés. On a goûté un peu comme nous en Italie, on a le fritto misto de crevettes, etc. Donc j'étais très habitué à ça. Il y avait effectivement des sauterelles. Alors, je pense qu'à partir du moment où vous avez un poids culturel, un plaisir qui s'est créé avec le temps sur la base de recettes transmises de père en fils ou de mère en fille, de façon avec amour, avec respect, etc., c'est un terrain de jeu complètement différent que quand on le fait de façon industrielle. Encore une fois, on va retomber dans cette espèce de productivisme, mais qui ne dit pas son nom, un peu avec une espèce de greenwashing. Ça, moi, personnellement, je dis non aux insectes toda la vida. Mais les Français qui mangent le plus d'insectes, c'est les gens qui font du jogging en respirant la bouche ouverte. Et ils n'en sont pas morts. Les cyclistes aussi, non? Les cyclistes aussi, ouais. Adriano, les supermarchés, dernière question, les supermarchés disparaissent et on doit produire 50% de notre nourriture nous-mêmes. Retour à l'essentiel ou grosse galère? Alors ça, c'est sympa. C'est sympa. C'est une réalité qui serait hyper intéressante, je pense, à explorer. Il faut savoir que aujourd'hui, le ratio entre supermarché et hommes est... en fait, il y a aujourd'hui beaucoup plus de supermarchés par rapport au 19e siècle que de moulins. Il y avait alors, très exactement, il y avait 300 moulins, un moulin pour 300 personnes. Aujourd'hui, il y a un supermarché pour 1000 personnes. C'est quand même incroyable. Ah oui. Et donc, oui, je pense que ce serait bien, pas dans ces proportions-là, mais de pouvoir réapprendre à cultiver, peut-être même sur la terrasse de son jardin ou à sa fenêtre. Ah oui. Bon, donc un avenir plein de surprises. On verra. Plus sérieusement, est-ce que vous avez chacun une action concrète à proposer qu'on pourrait mettre en place dès demain? Marc? Alors, moi, je suis très impliqué en ce moment dans la restauration collective parce que l'exposition donc, aux perturbateurs endocriniens, les résidus pesticides, que ce soit pour l'eau du robinet ou dans notre alimentation, les gens les plus affectés par ça aujourd'hui, c'est quand même... Alors, c'est la femme enceinte, c'est le fœtus, et puis c'est quand même les gamins jusqu'à la fin de la croissance. Et à qui on est en train de prédire quand même que l'espérance de vie en bonne santé, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, sans Alzheimer, la perte de mémoire, sans Parkinson et tremblements, sera peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui quand j'étais fœtus n'étaient pas exposés à ça. Et je trouve que faire en sorte que dans les cantines des écoles, des collèges, des privés, il y ait du 100% bio à la cantine, quitte à ce que les collectivités territoriales rémunèrent correctement des agriculteurs et qu'un nombre croissant d'agriculteurs bascule vers l'agriculture bio, avec l'assurance d'avoir rémunéré un prix rémunérateur, je pense que oui, ça c'est une action. Et pour être très honnête, donc, je préside Agri Paris-Seine qui essaye à l'échelle de l'ensemble de la vallée de la Seine, depuis le nord de Lyon jusqu'à Le Havre, tout le bassin de la Seine, pour éviter la pollution de l'eau, faire que les gamins soient correctement nourris. Et ben oui, je trouve qu'il y a eu des actions là très intéressantes. Et ça peut marcher. Ça peut marcher. Oui. Adriano. Une action concrète à entreprendre dès demain, c'est faites votre propre pain, faites votre propre levain. En tant que boulanger, je ne devrais pas le dire parce qu'après je vais perdre Mais c'est la chose la plus belle, c'est une chose merveilleuse, c'est une chose que tout le monde peut faire et qui nous met aussi en autonomie parce qu'il suffit d'avoir de l'eau, de la farine, mélanger, la mettre sur un bol, sur un comptoir et attendre qu'il y ait des petites bulles. C'est-à-dire que la fermentation lactique commence à s'opérer. Cette fermentation lactique, elle est précieuse parce qu'elle permet de baisser la charge glycémique, elle permet d'augmenter la biodisponibilité des minéraux contenus dans une farine, on l'espère, intégrale ou à lamelle de pierre, riche en oligo-éléments. Comme ça, on peut, par exemple, mieux assimiler le fer, le magnésium, etc. Et puis, elle permet également de pouvoir petit à petit dégrader le gluten pour que le gluten puisse ensuite libérer les protéines pour notre propre consommation. Et c'est amusant, c'est sympathique à faire aussi avec les enfants à la maison. Tout le monde peut le faire, lancez-vous, faites du pain. Oui, très très bonne idée. Jeanne? J'ai un peu une double idée. Déjà, je dirais réduire
pas arrêter, hein, mais réduire sa consommation de viande. Et à minima, rajouter de la conscience dans ce qu'on mange, se questionner sur chaque aliment qu'on met dans son assiette, d'où il vient, qui l'a produit, et être vraiment en conscience dès qu'on mange. Et même si on est dans une vie à 1000 à l'heure, prendre le temps de se questionner sur ce qu'on met dans notre assiette, parce que ça finit dans notre corps, c'est notre énergie, ça représente un peu qui on est. Donc vraiment, ajouter beaucoup de conscience dans nos assiettes et moins manger à la va-vite sans réfléchir à ce qu'on mange. Pour rebondir sur ce que tu dis, hier par exemple, j'ai un ami qui est venu à la maison et donc pendant que je cuisinais, je lui racontais un peu tous les produits que j'utilisais. Donc je lui disais, voilà, regarde, maintenant on va faire un soffritto. Soffritto, c'est quand on prépare les légumes en Italie, mais pas comme ça tout seul. C'est comme quand on reçoit un invité. L'invité, c'est les légumes. Donc là, il me restait un peu de graisse de foie gras préparé par un boucher copain que je connais, qu'il a fait avec amour. Et donc, je mets ça. Après, l'ail, c'était un producteur de Montblé qui fait aussi pousser une IGP Sentinel Slow Food de l'ail di Nubia, que j'ai écrasé avec le pomme de maman comme faisait ma grand-mère. Je lui ai envoyé une petite pensée. J'ai rajouté ensuite du curcuma français produit en Guadeloupe que m'avait donné quelqu'un au salon Marjolaine, producteur, un peu de poivre pour activer la curcumine. Ensuite, j'avais les premières asperges de l'année en provenance d'Italie, que quelqu'un que je connais m'avait donné. Donc après, j'ai fait des pâtes avec le blé là, c'est les mêmes pâtes qu'on vend. Et tout à la fin, j'ai fait une petite crème avec du bruccio, ma femme est corse, en rajoutant un peu d'eau de cuisson et des tomates séchées pour avoir un peu d'umami. C'était trop bon. Et chaque chose venait d'un quelqu'un que je connais, ou alors il avait une raison, un pourquoi, quelque chose de culturel. Je ne demande pas à tout le monde de faire ça, mais je vous dis à chaque fois que vous vous intéressez d'où viennent les produits, d'où viennent les ingrédients, pourquoi vous les achetez, alors oui, vous allez être plus heureux. Alors oui, ça prend du temps, mais c'est tellement passionnant. Vous êtes en fait les scouts, vous êtes dans du sourcing de vous-même, vous prenez contrôle en fait non seulement de votre alimentation, mais de votre santé. Très gratifiant en effet, oui. C'est une expérience. C'est une expérience. Tu vis l'expérience. C'est ça. Alors avant de se quitter, un petit point sur votre actu. Jeanne, toi, donc tu vas bientôt ouvrir. Ouais, là je suis un peu dans un tunnel de travail. Les travaux vont bientôt démarrer, donc l'ouverture sera cet été. C'est à quel endroit? Dans le 10e. Ok. J'ai pas encore les clés, donc je dis pas la rue, mais. C'est le premier. Hein? Le premier. C'est entre République et le Canal Saint-Martin. La première boutique, ok. Ouais. Et donc on suivra tout ça sur Insta. Je communique beaucoup sur TikTok, mais là je vais lancer Instagram vu que je vais lancer un crowdfunding. Bah voilà, l'actu, je vais lancer un crowdfunding bientôt. Ok. Donc ce sera sur Instagram, sur le nom de Bakia. Ok. Adriano, toi? Ce sera diffusé quand? C'est une très bonne question. On n'a pas la réponse. Ok. Et bah alors, le grand projet Attends, je te repose la question. Adriano, ton actu. Le grand projet de l'année dernière, c'était donc le lancement du Coffee Lab au 49 rue de la Chine. Cette année, c'est le lancement de Pizza Viva. Donc, ça faisait longtemps qu'on me disait, surtout les quelques, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques boulangers un peu méchants qui n'aimaient pas le fait que je dénonce les méfaits de la boulangerie moderne sur mon compte Instagram, qui me disaient « Tais-toi et va faire des pizzas ». Alors, me taire, je ne sais pas faire, comme vous avez pu voir. Mais faire des pizzas, je sais faire. Et donc, nous allons ouvrir au 11 rue Berthollet, dans le 5e arrondissement, une pizzeria qui va ne pas vous donner mal au ventre et qui va vous régaler. Magnifique. Voilà, donc rendez-vous au 11 rue Berthollet, dans le 5e, très bientôt. Alors, on sera là. Et Marc, votre actu? Moi, donc, agronome retraité, je suis en grandes vacances déjà depuis 13 ans. Mais je continue de travailler. Je disais tout à l'heure, je m'investis un peu dans cette association de collectivités territoriales qui s'appelle Agri Paris Seine, à la fois pour que les gamins aient une alimentation bio et que les agriculteurs soient correctement rémunérés pour ce faire. Mais c'est vrai aussi que je continue parfois d'être invité à l'étranger, donc les pays du Sud. Et là, par exemple, il n'y a pas si longtemps, au Brésil, sur des questions de cacaoculture sous ombrage, d'agroforesterie, d'associations de culture dans les mêmes parcelles. Oui, encore des lieux où, je veux dire, il y a des débats, il y a des praticiens, il y a des scientifiques qui parviennent à travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir qu'il n'y a pas de
c'est pas les mêmes langages. Culturellement, on est très différents. Là, les gens de l'étranger qui ont soi-disant des considérations scientifiques et des paysans qui ont des expériences issues de plusieurs décennies, parfois plusieurs siècles. On peut parfaitement causer et ça peut être très fructueux. Merci à tous les trois pour cet échange. Si vous avez aimé, partagez et parlez-en autour de vous et surtout passez à l'action. Vous avez eu pas mal de conseils qui ont été donnés. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Podcaster by Marjolaine où on parlera d'un autre sujet clé de notre quotidien et de son impact sur la planète. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est déjà demain. À bientôt.